19 avril 2021, bienvenue à une autre édition du podcast La Relève. Anthony Desaulniers qui est avec vous comme toujours avec Martin Thériault et Nicolas Cloutier. Comment ça va les boys? Ça va super bien. Ça va super bien, Anthony. Bien hâte de faire ça encore cette semaine. Et là, ce sera un podcast dans lequel on tournera notre attention, bien évidemment, comme on le fait pas mal à chaque semaine, mais sur l'espoir du Canadien qui fait tourner toutes les têtes, Cole Caulfield. Il a été rappelé, comme l'avait prédit Anthony Marcotte lors de notre dernier podcast. Est-ce qu'on va le voir en uniforme bientôt? Il faudrait peut-être parler de la fameuse excuse qu'a donnée Dominique Ducharme puisqu'il a fait jaser. D'accord, Cole Caulfield ne pouvait pas être inséré dans le match avant que Carey Price soit de retour au jeu parce que le Canadien avait 3 gardiens dans sa formation, donc impossible de l'intégrer dans la masse salariale à ce moment-là. Mais du moment que Primo était de retour à Laval, ou encore sur l'escouade de réserve, peu importe, à ce moment-là, il y avait possibilité d'intégrer Cole Caulfield. Je me suis même entretenu avec mon expert du plafond salarial, Hart Levine de Puckpedia, pour confirmer le tout. Il y a même Cap Friendly qui a tenu le même discours récemment sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est plus une question de volonté? Est-ce qu'on veut faire les mouvements nécessaires pour intégrer Cole Caulfield? Je pense que c'est ça davantage l'enjeu du côté de Dominique Ducharme, parce que si on regarde le calcul comptable, il est possible de faire jouer Cole Caulfield en ce moment. Mais on le sait, Marty, le Rocket n'a disputé que 3 rencontres lors des 3 prochaines semaines. Donc, est-ce qu'on l'a amené à Montréal? Tout simplement parce que tant qu'à le faire pratiquer en bas, aussi bien de le faire pratiquer dans la Ligue nationale avec des professionnels pour qu'ils s'adaptent à ce niveau de jeu? Si c'est ça la solution, si c'est ça le thinking, si on veut, derrière la décision, je suis 100% pour. Là, comme tu viens de le dire, Cole Caulfield ne jouera pas de match de toute façon dans la Ligue américaine. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour qu'il puisse voir un peu comment se comportent c'est un peu niaiseux parce que Brendan Gallagher ne joue pas, mais il est quand même dans les estrades à l'occasion de jaser avec lui, à l'occasion de prendre vraiment de l'information, de voir comment se comportent des professionnels. C'est pas nécessairement mauvais d'être dans le quotidien d'une équipe. Et là, il va se rendre compte qu'au niveau des professionnels, ça se prépare d'une autre façon qu'on pouvait se préparer dans la NCAA. Là. C'est vraiment, vraiment pas mauvais. D'autant plus, comme on vient de le dire, qu'il ne jouera pas de match. Donc, ça change absolument rien. C'est toujours mieux de l'amener du côté de la Ligue nationale, d'être dans le quotidien de ses futurs coéquipiers. Ça va quand même être des joueurs avec qui il va jouer pendant plusieurs saisons, plutôt que de tout simplement pas jouer à Laval. Mais petite précision quand même, là, ce qui se jase en ce moment, c'est qu'on voudrait amener Cole Caulfield dans le voyage dans l'Ouest. Alors, à ce moment-là, pourquoi faire rater un match avec le Rocket à Cole Caulfield si on n'a pas l'intention de l'utiliser à un certain moment? J'adhérais à la théorie au début qu'on voulait peut-être lui donner de l'expérience chez les professionnels et on voulait qu'il s'entraîne. On voulait qu'il garde encore ses jambes actives. OK, mais au moment où tu l'amènes avec le grand club dans un voyage à l'étranger et que tu l'empêches de jouer dans la Ligue américaine, forcément, il doit y avoir un plan pour l'intégrer à un certain moment. Sinon, j'ai de la misère à me l'expliquer, les gars. Parce que dans une perspective de développement, ça ne tiendrait pas la route. J'avoue que t'as pas tort. Là. Ça se peut très, très, très bien. Moi aussi, je me suis posé la question, est-ce qu'on l'amène dans le voyage de 5 matchs? C'est peut-être pour lui faire jouer une rencontre. Si c'est une rencontre pour seulement lui faire goûter qu'est-ce que c'est la LNH, etc., je suis pas contre. Là où j'ai plus de difficultés, c'est, comme j'ai dit souvent, les gars, depuis un mois et demi, je déteste pas qu'il soit à Laval pour travailler certains petits détails de son jeu, notamment au niveau défensif où c'est plus laborieux. Et s'il ne travaille pas ces détails-là, oui, c'est un bon joueur. Oui, il a un avantage numérique, il est capable de faire des dommages dès maintenant. Mais défensivement, j'ai vraiment, vraiment peur qu'il soit un peu exposé, si tu veux. Il va se retrouver contre des joueurs professionnels qui savent comment la game se joue, si tu veux. C'est là que je suis un peu inquiet. J'espère que les Canadiens de Montréal ne feront pas l'erreur de l'amener beaucoup trop vite et que là, il va peut-être perdre sa confiance. Pas nécessairement l'avantage numérique. On le dit, il est excellent. Seulement de prendre les étapes petit à petit lorsqu'il va arriver pour de bon dans la LNH, parce que je le répète. Je sais que je suis fatigué avec ça, les gars, mais je veux vraiment vous poser une question, par contre. Puis je veux avoir votre avis honnête là-dessus. Soyez pas gênés. En fait, vous n'êtes jamais gênés, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Jamais. Mais, OK. Je vous propose un scénario, les boys. Cole Caulfield, un rôle de spécialiste. Tu lui donnes quoi? 10, 11, 12 minutes à 5 contre 5. Après,
durant tous les avantages numériques des Canadiens, Cole Caulfield joue les 2 minutes, les 2 pleines minutes. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Est-ce que vous pensez que ça peut aider le Canadien en gardant le compromis de ne pas entraver, nuire son développement, détruire sa confiance? Est-ce que vous trouvez que c'est un compromis qui est correct? Mais je pense que c'est là le problème entre ma perception et ta perception, Nick. D'accord. Vas-y, je suis vraiment curieux d'avoir ta réponse là-dessus. Tous ceux qui pensent à peu près que Cole Caulfield doit jouer à Montréal immédiatement et qui doit être sur l'avantage numérique et qui doit être placé sur un premier trio à 16, 17, 18 minutes par match, pensent beaucoup en fonction des Canadiens de Montréal. Présentement, c'est très difficile. On cherche des solutions pour amener des buts et là, il y a le meilleur pointeur du côté de la NCAA qui débarque. Vous regardez beaucoup plus en fonction de l'équipe, mais moi, je trouve que c'est un peu dangereux. C'est quand même un jeune de 19 ans, je trouve qu'on lui en demande beaucoup. Moi, je pense davantage pour Cole Caulfield. Je veux davantage que Cole Caulfield soit le meilleur joueur possible. Et il y a plusieurs intervenants, André Tourigny, qui est avec nous à Dave Morissette en direct, l'a mentionné à quelques reprises là, au cours des dernières semaines. Il n'y a jamais personne qui a brûlé, pour qui ça a été néfaste de jouer trop dans la Ligue américaine parce que tu développes tout simplement des petits détails. D'accord avec toi. Il y a plusieurs joueurs. J'ai un chandail de Pierre-Marc Bouchard derrière moi. Là. Pierre-Marc Bouchard est peut-être un des exemples de joueurs qui a été monté trop rapidement dans la LNH malgré ses superbes habiletés. Tu veux seulement pas prendre de chance avec ça, Cole Caulfield. Il y a Curtis Lazar qui est maintenant avec les Bruins. C'est le même exemple. C'est plus dans ce style-là que moi, je pense vraiment à Cole Caulfield. L'année prochaine, aucun problème. Il va être à Montréal. Il va faire des flamèches. Les partisans vont l'adorer. Je veux seulement prendre les étapes petit à petit. Trevor Zegras, je mentionne souvent Trevor Zegras, là. Mais Anaheim, c'est ça. Matthew Boldy du côté du Wild. Le Wild avait des difficultés il y a environ une semaine ou deux. On n'a pas paniqué, on n'a pas emmené Matthew Boldy après 2 matchs. On le laisse se développer tranquillement, pas vite en Iowa. Je pense que c'est beaucoup plus responsable. C'est quoi la différence pour un client entre Boldy et Caulfield? C'est que Guérin, ça fait pas 8 ans qu'il est en poste. Puis je pense que ça va arriver souvent, ça, dans la Ligue nationale. Quand les DG ou quand les entraîneurs-chefs sentent la soupe chaude, peut-être qu'ils vont un peu précipiter l'arrivée de certains joueurs. Et là, on le sait, Marc Bergevin, à plusieurs reprises, s'est fait pointer du doigt lors de son mandat. Et Dominique Ducharme est un entraîneur-chef par intérim, veut prouver qu'il est capable de diriger dans la Ligue nationale. Donc, est-ce que les deux vont pas, je dirais pas commettre une gaffe, parce que peut-être que ce sera la chose à faire de l'amener dans le giron du Canadien. Donc, je veux pas utiliser ce terme-là, mais est-ce qu'ils vont pas précipiter son arrivée pour tenter de provoquer quelque chose? Parce que quand on regarde le match de samedi contre les Sénateurs, non seulement c'est une défaite de 4-0, mais c'était une défaite où le Canadien était très, très, très ordinaire. Donc, est-ce qu'on ne veut pas, avec ce joueur un peu exceptionnel qui regarde la partie de la passerelle, utiliser ses forces pour venir provoquer une étincelle avec les Canadiens? C'est fort possible. Là. Ça se peut. Là. Parce que, tu sais, les besoins des Canadiens, veulent pas, même à court terme, pèsent dans la balance aussi. Là. C'est une business de résultats, les gars. Alors, si tu penses que Cole Caulfield peut t'aider à gagner des matchs, ben, je pense qu'il faut quand même que tu le considères. Là, la question, c'est, si on l'utilise, Cole Caulfield, puis on lui donne un test de 1 ou 2 matchs, là, puis ça ne fonctionne pas et on le renvoie dans la Ligue américaine, est-ce que ça va vraiment scraper son développement? Est-ce que ça va vraiment avoir des effets néfastes à long terme? C'est là-dessus que je me questionne parce que juste faire le test, pour moi, c'est un peu inoffensif. Il y a, dans l'espèce de balance là, avantage-inconvénient, ben, je pense pas que les inconvénients sont si énormes. Là. Non, tu as raison. Un match, peut-être. Un match, 2 matchs. Un match, ça lui permet seulement de se tremper les pieds dans le bain, si tu veux. Là. Puis si ça fonctionne, tu le gardes. Ouais, puis ça lui permet surtout de voir, OK, voici ce que je dois travailler, voici comment c'est la Ligue nationale. Parce que c'est un autre niveau que la Ligue américaine. Là. Et lorsqu'il va redescendre en bas, dans la Ligue américaine, là, il va savoir exactement sur quoi travailler, même s'il obtient 2 ou 3 buts par match. Mais il va quand même savoir que défensivement, il va falloir qu'il se replie davantage, qu'il soit davantage en unité de scène pour faire des sorties de zone contrôlées. C'est ça qui va être... 1 ou 2 matchs, je ne suis pas nécessairement contre. Un peu comme on avait fait avec Mikhail Sergachev à sa saison de 18 ans. Mais je ne veux seulement pas risquer
de miner sa confiance parce qu'il manque des atouts dans son jeu. Là. Défensivement, il se fait exploiter, qu'on envoie les gros trios contre lui parce qu'il est vraiment une lacune et que c'est quelque chose qu'on veut, sur lequel on veut miser. Là. Ça, je veux faire attention là-dessus. Là, je sais, mais c'est quand même un ailier. Là. Genre, en fait, là, si Cole Caulfield était un défenseur, on n'aurait peut-être même pas cette discussion-là. Ça me dérangerait même pas qu'on développe. Mais tu sais, sans dire que la job d'un allié, les responsabilités d'un allié, c'est facile, mais c'est quand même la position dans laquelle tu peux t'acclimater plus rapidement dans la Ligue nationale de hockey. Là. Ouais, c'est clair, sans aucun doute. Mais c'est même pas une question de position, c'est simplement que les équipes adverses vont. S'il se retrouve avec la rondelle, il va avoir automatiquement de l'échec avant, il va avoir automatiquement un joueur qui va lui apporter de la pression. Je vous le dis, la NNH puis la NCAA, il y a une bonne différence. Là. Ouais, il n'y a personne, par exemple. Ça je te contredirai jamais là-dessus. Non, je sais, mais je veux juste dire qu'il faut seulement qu'il s'habitue. Je le répète, j'adore Cole Caulfield. Je pense qu'il va être excellent. C'est un marqueur minimum de 30 buts dans la LNH. Je veux seulement qu'il s'habitue. Le seul problème que je vois avec ça, puis tu le disais, Nick, peut-être qu'on pourrait l'utiliser le 2 minutes complet en avantage numérique. Il y a plein de gens qui le considèrent comme un sauveur pour le Canadien, pour relancer l'avantage numérique, qui en arrache. Depuis la pause COVID, 2 buts seulement en 31 tentatives. Le bémol que moi je vois, c'est que le Canadien est même pas en mesure de s'installer en avantage numérique. Donc, on parle même pas d'une question de « on n'a pas de finition ». On n'est même pas capable de rentrer la rondelle dans la zone adverse et de la contrôler, de prendre possession du territoire et de vraiment se faire des passes pour tenter de menacer le but adverse. Les Sénateurs avaient un échec avant qui était incroyablement intense sur les joueurs du Canadien et résultat, c'est toujours un dégagement à l'autre bout de la patinoire. Donc, même avec Cole Caulfield dans la formation samedi dernier, honnêtement, je suis pas sûr qu'il se passe nécessairement quelque chose de plus parce que Caulfield, c'est pas un magicien que la rondelle. C'est un gars qui va finir le jeu. Tu sais. Là, je vais t'interrompre, par exemple. Parce que les puck skills de Cole Caulfield sont très sous-estimés. Puis je suis sûr que Marty est d'accord avec moi là-dessus. Ils sont très sous-estimés. Il y a une vision du jeu avec la rondelle qui est sous-estimée. Est-ce qu'il en fait son pain et son beurre? Non, parce que lui, c'est pas sa game. Mais si tu lui demandes de le faire, il va être efficace pour le faire. Il contrôle très bien la rondelle. D'ailleurs, il s'est vraiment distingué à ce chapitre-là dans sa 2e année dans NCAA, les entrées de zone contrôlées. Puis Cole Caulfield a développé là, un coup de patin là, qui, même dans la Ligue nationale de hockey, selon moi, est nettement au-dessus de la moyenne. Il a tellement une belle stride, une belle explosion, une belle accélération. Il est smooth. Je pense vraiment que, tu sais, si tu fais une espèce d'entrée de zone avec la drop pass, puis c'est Caulfield qui est à la remorque puis qui vient saisir la rondelle, il est capable de se faufiler puis d'aller chercher l'entrée de zone. Je te dis pas que il va régler toutes les lacunes du Canadien en avantage numérique du jour au lendemain, mais je pense que c'est un joueur qui peut aussi aider dans cet aspect-là de transition pour aider le CH autant à s'installer qu'à finir le jeu. Là. Je suis d'accord que ça va pas nuire, mais je finis ça seulement à Marty, pour ça je te relance la parole. Là. Je suis d'accord que c'est sûr qu'il va contribuer, mais ça reste que quand je regarde les joueurs, l'épaule n'était pas à la roue, il n'y avait pas nécessairement de travail qui était fait, c'était très laborieux. Donc, c'est pas Caulfield, comme tu l'as mentionné, qui va régler tous les problèmes. La cohésion, il va pas régler ça. Exact, c'est ça. Je pense qu'il y avait plusieurs lacunes qui étaient très évidentes sur la patinoire samedi. Mais pour enchérir sur le point de Nick, là, il a raison. On n'arrête pas de le dire, et c'est vrai, là, Cole Caulfield, son atout principal, c'est son lancer, c'est son pain et son beurre. Mais si, selon moi, là, ce qui en fait un joueur qui va être élite et pas un Brandon Peary qui est seulement efficace en avantage numérique, c'est justement ses habiletés avec la rondelle. Il est très, très bon pour transporter la rondelle. De la façon qu'il patine un peu, il est toujours capable un peu de protéger la rondelle. Il y a un centre de gravité quand même assez bas, là. Puis ça lui permet de changer ses directions assez rapidement, d'être capable d'aller au filet et d'être hargneux. C'est ça qui fait en sorte que Cole Caulfield est plus qu'un joueur d'avantage numérique. C'est ça qui fait en sorte qu'il va être utile à 5 contre 5 et tout le tralala. Là, là maintenant, les Canadiens de Montréal, on ne se le cachera pas, un des gros problèmes dans les derniers matchs, c'est la vitesse. C'est certain que d'essayer Caulfield pour essayer d'être capable d'entrer dans la zone, ça peut être un atout intéressant. Je ne dis pas que ça va fonctionner parce qu'à un moment donné, les autres équipes vont le voir venir. Que Caulfield transporte toujours la rondelle, donc on va essayer de fermer la zone, si tu veux, à Caulfield. Maintenant, mais ça peut valoir la peine. Si on lui donne un match, évidemment, ça peut valoir la peine parce qu'il est bien meilleur que ce qu'on peut penser là-dessus. Si les Canadiens sont toujours en période de questionnement là, pour amener ou non Caulfield dans la formation, les Sénateurs, eux, l'ont fait. Vous allez me dire qu'ils sont à l'autre bout du spectre. Ils n'ont pas vraiment rien à perdre de cette saison. Mais dans les derniers matchs,
Shane Pinto et Jacob Bernard Docker ont disputé leur première rencontre avec les Sénateurs. Comment vous les avez trouvés, les boys? Moi, je les ai trouvés personnellement là, très confiants et à l'aise avec la rondelle. Ouais, ben tu sais, là, on fait le pont avec Caulfield. Là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces joueurs-là ont un an de plus. Là. Et c'est des joueurs complètement, avec des styles complètement différents. À 20 ans, ça a l'air niaiseux, c'est seulement un an, mais ça leur donne une longueur d'avance pour être davantage près dans la LNH. Cela dit, surtout dans le cas de Shane Pinto, ça a été très impressionnant. Il a joué contre les Canadiens samedi. Là. Pas joué beaucoup, mais a été franchement impressionnant. Son trio avec Alex Formenton et Connor Brown a été très, très, très bon. Et honnêtement, j'ai vu le bon vieux Shane Pinto que j'ai vu toute la saison dans l'NCAA. C'est un gros bonhomme qui est bon dans les coins. Déjà maintenant, dans la LNH, là, il sortait régulièrement des coins avec la rondelle. C'est pourquoi on disait souvent qu'il était déjà prêt pour la LNH. Excellent net front. Exact. Devant le filet, là, une vraie menace va être un poison pour les gardiens adverses. Maintenant, Shane Pinto, et là, c'est là parfois que les amateurs ont parfois tendance à être aveuglés, si tu veux, par ça. Oui, c'est un gros bonhomme. Oui, il se place devant le filet. Oui, il joue très, très, très robuste. Très bon sur les mises en jeu également. Mais c'est pas nécessairement un talent très, très, très offensif. Dans le match, c'est arrivé à quelques reprises qu'il a tenté des jeux, a perdu la rondelle parce que c'est pas vraiment sa tasse de thé. Lui, il a besoin d'avoir un joueur qui va vraiment l'alimenter autour. Et là, je vois Nick tirer un peu. Je pense que tu es d'accord avec moi. Là. Ben, je suis tellement d'accord parce que j'aime Shane Pinto, mais le problème que j'ai peut-être, c'est est-ce qu'il amène vraiment un bagage d'habileté qui est différent de ce qu'on retrouve déjà chez les Sénateurs. Tu sais, quand je pense à Brady Tkachuk, qui est justement le leader de cette attaque-là, ben, je trouve que c'est un skill set qui est très, très, très similaire. Maintenant, je veux dire, on a tous besoin d'un Shane Pinto dans un trio, donc tu sais, ça peut permettre aux sénateurs de répartir les forces sur les trios, mais je le vois pas comme quelqu'un qui peut changer le cours d'un match avec ses habiletés, mais c'est sûr qu'il ne va pas te faire mal et ça va être un joueur qui va être efficace dans les endroits dangereux. Mais il peut quand même aspirer à devenir un excellent centre de troisième trio et de poursuivre ce momentum-là des Sénateurs. T'sais, quand une équipe compte sur 3 trios qui sont capables de marquer des buts, ça peut faire la différence dans un match. Puis moi, je pense que Pinto peut devenir un joueur qui s'établit comme centre de troisième trio s'il trouve sa niche là. Il peut vraiment être efficace et avoir une longue carrière dans la Ligue nationale. Ben, c'est exactement. Anthony, tu l'as dit. Moi, c'est exactement ce que je m'attends avec Shane Pinto. Et là, c'est drôle parce que c'était le centre de troisième trio samedi. Là, il était déjà efficace. Ouais, vas-y. Mais moi, je pensais plus qu'il pourrait peut-être jouer à l'aile dans la LNH. Je sais pas si je suis fou, là. Ouais, OK. Ben, c'est parce que je vois quand même des habiletés de centre chez lui, là. Défensivement, il se débrouille bien sur le 200 pieds pour être capable d'avoir des couvertures sur les adversaires. Il est excellent là-dedans. C'est pour ça, souvent, que ces joueurs-là, t'as intérêt à les faire jouer au centre. C'est pas tout le monde qui est efficace dans ces facettes de jeu-là. Mais maintenant, au niveau offensif, là, on vient de le dire, là, c'est peut-être pas un top 6. Là. C'est vraiment un gars de troisième trio qui va être efficace dans les petits détails que tu vas adorer avoir dans ton équipe, mais un gars de troisième trio. Moi, je dis ça parce que oui, c'est un joueur de centre, mais c'est pas tous les joueurs de centre qui vont sortir du junior ou des collèges et garder cette position-là. Je te dirais même que souvent, ils vont être transférés à l'aile. Mais bon, selon ce que tu sembles dire, il pourrait demeurer au centre. J'aime ses instincts, c'est sûr que oui, ça pourrait l'aider, mais je le voyais peut-être plus avoir un impact là, devant le filet ou pour récupérer rondelle, plus en tant qu'ailier, avec sa grosseur de long des rampes, etc. Mais tu vois ce qui l'aide beaucoup. C'est pour ça que son upside, si tu veux, n'est pas particulièrement élevé parce que là, je reviens à Caulfield que je dis qu'il a besoin de matchs dans la Ligue américaine pour être prêt. Parce que lui, physiquement, est moins prêt au niveau défensif et tout. Mais Shane Pinto, à ce niveau-là, lui, il est très, très bon. Lui, c'est pratiquement l'inverse de Caulfield, si tu veux. Il est gros, il est bon défensivement, il va bien dans les coins. Il est bon défensivement, mais n'est pas nécessairement bon à l'attaque. Donc, lui, ce qui va arriver, c'est qu'il est déjà à l'aise, mais sa progression ne sera pas très élevée. Ce qu'on va voir dans 5 ans de Shane Pinto, ça va peut-être être 5% de plus de ce qu'on voit en ce moment. Là. C'est vraiment ça la différence. Là. Mais est-ce que je vous de penser des Sénateurs que ça pourrait être une des prochaines puissances dans la Ligue nationale? Parce que c'est une équipe qui a repêché énormément de fois dans les premières rondes. Là, 2020, 3 choix de première ronde, 3 choix de deuxième ronde. Ils comptent sur des joueurs comme Pinto, Bernard Docker, Sanderson, Cleven, Brady Tkachuk qui n'est pas vieux, Stützle,
Brandstrom, même Sokolov qui jouait pour Cap-Breton il n'y a pas si longtemps. Tu sais, c'est une formation qui compte énormément de talents de jeunes joueurs. Puis moi, je pense, et là, c'est un gros si, on s'entend. Mais si cette organisation-là est capable de les développer de la bonne façon, moi, je pense que ça peut devenir une des puissances de la Ligue nationale. Mais moi, je comprends. Je pense que c'est pas nécessairement fou ce que tu dis. Moi, je regarde l'organigramme des sénateurs, là, les joueurs, les espoirs, etc. Je pense que le problème qui va peut-être arriver dans les prochaines années, là, il va manquer de profondeur un peu. Pour gagner dans la LNH, selon moi, tu as besoin d'un excellent top 6, d'un bon top 4 et d'un gardien de but numéro 1. Tim Stützle, c'est parfait. Là, présentement, un peu comme Nick vient de le dire avec Pinto, joue à l'aile en ce moment, va probablement faire la transition au centre. Lui, c'est un joueur de concession. C'est un excellent joueur. Lui, il n'y a aucun problème. Mais c'est par la suite que j'ai un peu de problème. Surtout à l'aile, je trouve qu'il manque un peu de profondeur. Et là, vous allez me dire, bon, Brady Tkachuk fait très, très, très bien le travail, il est excellent. Ben, Brady Tkachuk, vous irez voir un peu ses statistiques. Ça revient au même style que Pinto un peu. Là, on retient l'attention parce que c'est un gros joueur physique qui se présente, qui dérange continuellement l'adversaire, qui est 6 pieds 3, 6 pieds 4. Et là, en plus, depuis le début de sa carrière, a des meilleures statistiques, si tu veux, que Jesperi Kotkaniemi. Mais le fait est que si tu regardes ses statistiques, c'est un joueur de 45 à 50 points. Et c'est ça depuis 3 ans. Il n'y a pas vraiment eu de grosse progression. Et moi, à son année de repêchage, c'est ce que je disais également. Je disais qu'il allait être bon immédiatement dans la LNH, mais que sa progression n'allait pas être très, très, très élevée, ce qui avait fait en sorte que je l'avais mis un peu plus bas dans mes listes. Ce que je veux seulement dire là-dessus, Anthony, c'est que j'ai l'impression que Brady Tkachuk est davantage un joueur de limite premier, deuxième trio. Mais c'est pas un joueur, c'est pas un Mitch Marner. Là. C'est pas un David Pastrnak qui va tirer ton équipe parce qu'il est vraiment talentueux offensivement. C'est là mon problème avec les Sénateurs. Je sais pas ce que Nick, toi, t'en penses, là. Mais moi, c'est ça. Je trouve qu'au niveau offensif, à long terme... C'est ça. Je me regarde tout le temps de gêne, là, parce que oui, quand on commence à analyser une équipe et on voit un corps de jeunes joueurs, c'est souvent facile de penser que c'est la prochaine puissance de la LNH, mais c'est parce qu'il y a tout un puzzle autour de ça que tu dois assembler. Je veux dire, 3-4 excellents jeunes joueurs puis une bonne relève, ça fait pas nécessairement une équipe. Tu sais. Oui, la projection est logique et je comprends où tu t'en vas, mais j'avais dit la même chose au sujet des Sabres. On s'était fait prendre au piège avec les Oilers aussi. C'est tout le temps difficile de projeter dans l'avenir quand tu pars d'un noyau de jeunes joueurs parce que ce noyau-là doit être entouré, ce noyau-là doit être bien développé et les plafonds de chacun, c'est tout le temps difficile à établir. Et je vois, honnêtement, il y a Tim Stützle comme potentiel élite. Je pense que Jake Sanderson peut en être un, mais est-ce qu'ils ont un défenseur droitier aussi qui va pouvoir épauler Thomas Chabot aussi? Ça, je me pose la question. Alors, c'est ça. Moi, je pense que c'est Bernard Docker. J'aime beaucoup Bernard Docker pour son jeu. Pour un quatrième défenseur, mais tu sais, première paire, là. Ouais, c'est sûr que ça peut sembler faible, mais en même temps, de la façon qu'il joue, je crois que c'est peut-être justement un excellent complément pour Chabot. Un Anton Stralman, c'est ça que tu veux dire, dans le fond? Ouais, exactement. Okay. Je suis d'accord, là, tu vas le regarder, tu vas dire c'est un défenseur de deuxième paire, mais par le style qu'il joue, au même titre que Jake Sanderson, selon mon avis, c'est un défenseur de première paire, mais on regarde l'organigramme des Sénateurs. C'est évident qu'il va jouer sur une deuxième paire, mais pas parce que c'est pas un défenseur de première paire, c'est parce qu'il y a Thomas Chabot en avant. Ouais. Mais les Sénateurs comptent aussi sur Lassie Thompson, ils comptent aussi sur Eric Brandstrom qui ont obtenu dans la transaction avec Mark Stone. Bon, on s'entend, là, il n'y a peut-être pas le même aura qu'il avait lors de la transaction, mais ça reste un jeune défenseur qui est capable de tirer son épingle du jeu et qui peut encore devenir un bon défenseur dans la Ligue nationale. Donc, moi, je pense que c'est une brigade défensive qui va être à surveiller, mais on s'entend, si on inclut Chabot, ils ont tous moins de 24 ans. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais ça reste que c'est une équipe qui pourrait faire des dégâts. Si je vous pose la question, Marty, quelle équipe pour toi va être la prochaine puissance dans la Ligue nationale? Moi, j'aurais le goût de dire, j'aime beaucoup les Red Wings de Détroit. Eux, je pense que ça s'en vient. Là, dans 1 an ou 2, ça va être très, très bon. Mais une équipe, moi, que je surveille particulièrement, et je crois qu'ils sont peut-être à un élément de devenir une très, très, très bonne équipe, c'est les Rangers de New York. Tu me parles de la défense des Sénateurs, là, je vais te parler de la défense des Rangers de New York. Ça risque d'être très, 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 très prometteur. Je ne sais pas si vous avez vu les gars, là, les Rangers de New York, plus tôt cette semaine, ont
on fait signer un contrat au défenseur Zach Jones. Zach Jones, lui, qui a gagné le championnat national avec UMass un peu plus tôt dans le mois. Là. Et je vous dis, pour l'avoir vu jouer, ce gars-là, il est très, très, très bon. Oui, c'est un shoot de troisième tour, là, mais il bouge très, très, très bien la rondelle. Et comment je dirais bien ça? Il est très, très, très complet. Il est très intelligent de la façon qu'il joue. Place très, très, très bien les rondelles, voit super bien le jeu se développer autour. Et là, j'ai commencé à avoir des... J'ai toujours adoré ce joueur-là, là, mais peut-être pas au même titre que son entraîneur. Greg Carvel à Spittin' Chiclets, le balado de Paul Bissonnette et de Ryan Whitney, est allé dire qu'il y avait peut-être de la trempe d'Adam Fox. Bon, je vais me garder une petite gêne. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est Adam Fox. Non, Adam Fox pourrait gagner le Norris, hein, les amis. Fait que, exact, voilà. Exact. Mais je pense que ça peut être particulièrement un très, très bon défenseur top 4 qui va être très solide dans les deux sens et qui va être capable de générer de l'attaque, le bon Zach Jones. Mais là, si tu regardes ça, là, ça m'amène à la banque d'espoir des Rangers. Là, potentiellement, dans 2 ou 3, supposons en 2 ans, tu pourrais te retrouver avec la défense suivante. Présentement, tu as la paire de Ryan Lindgren et de Adam Fox qui va quand même bien. Lindgren, très impressionnant d'ailleurs. On en parle peu, là. C'est très bon, puis un peu dans le même type que Bernard Docker qu'on parlait tout à l'heure. Exactement. C'est pas un joueur de première paire, mais il complète très bien Adam Fox par son style défensif. Donc ça, c'est parfait. Là, par la suite, si je m'en vais plus loin, supposons qu'on prend Zach Jones et qu'on le place sur une deuxième paire, et là, tu as Jacob Trouba qui joue à droite. Ça te fait une... Là, regardez ça. Tu as Jacob Trouba sur ta deuxième paire. C'est quand même pas mauvais, là. Et tu as Keandre Miller qui peut jouer sur la troisième paire, et les Rangers ont également un espoir qui s'appelle Nils Glongvis, un choix de premier tour là, qui a eu une excellente saison encore en Suède à Luleå. Là. Lui, ça va être un corps arrière également, là, un joueur qui va être très, très, très bon en avantage numérique pour bouger la rondelle. Et lui, je vous le mentionne, là, dans mon schéma, ce serait le 6e défenseur. Là, je n'ai même pas parlé de Matthew Robertson et de Braden Schneider, qui sont d'autres bons espoirs en défense. Tout ça pour dire que tu as une excellente défense. Tu as des atouts que tu peux potentiellement échanger dans cette brigade défensive-là. Et là, à l'attaque, moi, je ne sais pas ce que Nick, toi, t'en penses, mais je pense qu'un Artemi Panarin ou un Mika Zibanejad, c'est des gars qui peuvent continuer à être bons pendant plusieurs années. Moi, Marty, là, je veux te dire, là, depuis tantôt, j'ai vraiment hâte de parler parce que c'est pas les Rangers, mon équipe. Puis j'ai vraiment hâte d'enchaîner avec la mienne en ce moment. Là. Mais avant qu'on switch sur l'autre équipe, là, je pense que c'est important de mentionner qu'on parle beaucoup de la défensive, mais à l'attaque, Itil, Lafrenière, Kako et là, Kravtsov qui a marqué son premier but hier. Donc, ils sont bien nantis à l'attaque, les Rangers. Ouais, je pense que ce qui leur manque, c'est un deuxième centre. Comme je viens de le dire, par contre, ils ont des vétérans aussi. C'est une formation qui est très, très jeune. Là. Il faut falloir qu'ils les entourent, là, ces jeunes-là. Mais tu as quand même un Chris Kreider qui est là depuis plusieurs années. C'est pratiquement le seul là, à l'attaque, là, si on regarde le portrait. C'est un des seuls, mais un bon vétéran, c'est pas compliqué à aller chercher. Tu peux le prendre pour ton 3e ou 4e. Oui. Le signer via les joueurs autonomes. Oui, mais je comprends, mais pas juste le vétéran parce qu'il est bon dans la chambre. Aller chercher des bons vétérans. L'Avalanche, là, comment penses-tu qu'ils ont terminé leur reconstruction avec des embauches absolument remarquables. Là. Des gars comme Jonas Donskoy, l'acquisition de Burakovsky a été excellente. Je dis juste des acquisitions de même, pas nécessairement juste en termes de leadership, mais des vétérans qui vont venir solidifier le groupe et mettre la touche finale sur ta formation. Tu veux dire comme des Eric Stahl et des Corey Perry? On ira. Corey Perry, c'en est une belle embauche, mais Eric Stahl, je ne vais pas me prononcer. Mais tu sais, en même temps, Nick, je comprends ton point, mais Kreider a 30 ans, Panarin a 30 ans, c'est pas mal des vétérans. Ça c'en est. Mais on parle d'excellents vétérans. Zibanejad a 28 ans. Non, mais si tu me demandes de te parler de vétérans, c'en est des vétérans. Ça. C'est 3 excellents joueurs qui vont être capables d'aider. Et là, présentement, en défense, tu as un Brandon Smith, que moi, particulièrement, c'est pas un gars qui me plaise dans son jeu, mais pour apporter de l'expérience et du leadership, c'est parfait. Là. Je te dis juste que, oui, il y en a des vétérans, mais ça en prendrait peut-être 1, 2, 3 de plus. Après, on est parfait. La voiture est partie. Ça s'en va direct. Mais c'est-tu quoi l'autre aspect qui est intéressant par rapport aux Rangers et que les Sénateurs n'ont peut-être pas? C'est que c'est justement les Rangers de New York. C'est l'équipe qui a de l'argent. Tabarouette, tu marques tellement un beau... J'y avais même pas pensé, mais tu marques tellement un bon point, Marty. Pourquoi les Rangers de New York ont été compétitifs année après année, après
avoir fait des erreurs absolument épouvantables au repêchage et après ne pas avoir repêché pratiquement. Ils changeaient tout le temps leur choix de premier round. Je veux dire, appelons un chat un chat. Le marché des joueurs autonomes a continuellement sauvé les Rangers de New York. Ben, on prend un gars comme Jacob Trouba qui voulait sortir de Winnipeg, ce qui a accepté de lever sa clause de non-échange pour aller à Ottawa. Laissez-moi en douter. Donc, c'est sûr que les Rangers, l'aura de la ville, ça fait une énorme différence, puis tu as un excellent point, Marty. Mais là, les gars, assez parlé des Rangers, là, parce qu'en ce 19 avril 2021, moi, je vais vous dire que la prochaine puissance de la Ligue nationale de hockey, c'est le Wild du Minnesota. Et pourquoi je dis ça? Ça n'a aucun rapport avec les allégeances de mon collègue Martin Thériault. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, déjà le Wild avait besoin d'un game breaker. Tu l'as eu avec Kaprizov. Kaprizov est arrivé. Le Wild a son game breaker. Le Wild avait déjà une super bonne structure défensive, une belle identité de jeu, une belle philosophie. Ça, c'est déjà coché. Là, ensuite, je regarde des morceaux qui vont pouvoir permettre au Wild de vraiment passer à l'étape supérieure. Là. Matthew Boldy, Kalen Addison, là, le défenseur qui connaît une superbe saison dans la Ligue américaine de hockey en ce moment, là, près d'1 point par match là, dans le réseau de la Ligue américaine, et Capo Kakkonen. Sans oublier dans tout ça, là, on n'a pas beaucoup de nouvelles de lui avec la COVID, là, ce qui est franchement inquiétant. Là, mais là, un autre game breaker va se greffer au Wild dans les prochaines années et c'est Marco Rossi. Je pense qu'avec ces jeunes-là, le Wild va vraiment pouvoir passer à l'étape supérieure. Et il y a déjà des excellentes bases. Le Wild est une des équipes les plus compétitives de la Ligue au moment où on se parle. Ben, mon côté partisan adore ce que tu dis. Là. J'achète ton scénario. J'espère sérieusement que tu vas avoir raison. Là. Mais sans être chauvin, Marty, est-ce qu'on peut dire que l'avenir est rose pour le Wild? Non, l'avenir est rose. Puis en plus, j'ai l'impression, là, au-delà de l'aspect hockey, mon impression, c'est que Bill Guérin, là, ça a toujours été un leader quand il était joueur. Ça a toujours été un excellent marqueur, oui, mais pas Sidney Crosby nécessairement, mais au niveau du leadership, là, quand les gars, on a Maxime Lapierre à Dave Morissette en direct, là, puis quand il parle de Bill Guérin, on voit qu'il sent une espèce de respect mutuel. Tu vois que il n'y a pas beaucoup de leaders qu'il y a eu comme Bill Guérin. J'ai l'impression que ça transparaît dans sa façon d'être directeur général. Je vais prendre de l'exemple la saison dernière, là, lorsqu'ils ont perdu contre les Canucks au premier, dans la ronde de qualification. Ouais, il a donné le temps à l'équipe de lui montrer qu'est-ce qu'elle était capable de faire, etc. Mais lorsqu'il a vu ces performances-là, il a fait non, c'est inacceptable. C'est beau d'avoir du plaisir, d'avoir du fun, mais c'est inacceptable. Il y a des choses qu'il faut que tu changes. On ne peut pas garder ça comme ça. Et c'est là que tu as eu plein de changements. C'est là qu'Eric Staal, entre autres, est parti. On remarque que finalement, il a été clairvoyant dans le dossier Eric Staal. Il avait prédit en quelque sorte un certain ralentissement, là, un certain déclin. Oui, exact. Au niveau de la vitesse. Je ne te dis pas qu'il y a eu un retour incroyable, mais il a réussi quand même à se départir de son contrat. Bref, juste passer à autre chose, là, parfois, c'est la chose à faire. Non, exact. Ça n'a pas été un mauvais coup du tout, ne serait-ce que pour seulement se débarrasser du côté qu'il était peut-être un peu moins rapide. Mais indépendamment de ça, là, c'est que le message qui s'envoyait aux autres joueurs qui demeuraient au Minnesota, là, c'était si vous voulez faire partie de l'équipe, vous voulez gagner, là, travaillez davantage. Et là, ça a envoyé un message. Luke Connon est parti, Eric Staal est parti, il y a plein de vétérans qui sont partis. Ils ont gardé Jordan Greenway. Et le message à Jordan Greenway, je ne sais pas si vous avez vu un peu les gars ces premières saisons, c'est quelqu'un qui, au niveau de la forme physique, c'était difficile. Il y a beaucoup de blagues de ses coéquipiers qui sortaient dans les médias pour dire « Ah, il adore la pizza. Lui, quand il est dans les chambres d'hôtel à l'étranger, passe son temps à mal manger. Sa chambre est continuellement mal rangée. » Des choses comme ça. Bill Guérin l'a rencontré à la fin de la dernière saison puis lui a dit « Faut que tu te prennes en main. Tu ne peux pas continuer à faire ça, sinon tu vas demeurer un joueur très marginal dans la LNH. Tu dois te prendre en main. Si tu fais ça, tu vas devenir un bon joueur. » Ça me fait penser un peu à ce qui est arrivé avec, dans un autre sport complètement, Joel Embiid. Un tannage générationnel avec un super bon gabarit, béni d'un tel physique. Et après, quand il a décidé de se prendre en main, quand il a décidé de mieux s'alimenter, finalement, son jeu s'est replacé.
Et honnêtement, je donne tout le crédit à Jordan Greenway parce que c'est un gars qui avait un super beau potentiel. Lui, il a décidé de prendre les choses en main, de changer son alimentation, puis de se comporter en professionnel. Puis honnêtement, tout le crédit lui revient pour ça. Puis il récolte justement les fruits de son travail en ce moment. Exact. C'est ça. Là, présentement, tu viens de le dire, il forme un superbe duo avec Joel Erikssonek. Ça va très bien. Le seul bémol par rapport au Wild, et là, c'est vraiment Rossi. Ça prend vraiment un premier centre. Ça prend un premier centre, c'est la position numéro 1 pour être capable de gagner dans la LNH. Le premier centre, c'est lui qui prend les gros affrontements contre les gros trios. C'est lui qui va faire des missions défensives. C'est lui qui va alimenter tous les autres joueurs sur la glace. Si tu n'as pas de centre numéro 1 dans la LNH, tu peux être bon. Tu ne seras peut-être pas une puissance, ça va être plus difficile. Et c'est là que j'ai hâte de voir. J'adore Marco Rossi, j'espère qu'il va se développer de cette façon-là. Moi, je pense sérieusement que Marco Rossi peut devenir un genre de joueur même s'il est plus petit, là, mais un peu dans la trempe des Patrice Bergeron et des Ryan O'Reilly parce qu'il travaille excessivement fort et de plus, c'est un joueur qui a une excellente vision de jeu. C'est seulement ça que j'attendrais de voir du côté du Wild avant de dire que ça va être une puissance. Ça leur prend vraiment un premier sens. Marco Rossi, ça ne pourra pas être une sorte de Braden Point parce que Braden Point a un impact incroyable dans les deux sens de la patinoire et c'est pas le plus gros joueur pour autant. Est-ce que ça pourrait pas être un bon exemple là, à suivre? Ouais, non, c'est pas un mauvais exemple, là, tout à fait. Là. Mais Rossi est plus explosif sur patin. Ben, sa vision de jeu est tout simplement exceptionnelle. Ouais. Marco Rossi, c'est un des gars avec la meilleure vision de jeu que j'ai vu peut-être dans les 10 dernières années. Là. C'est vraiment ça qui va être à surveiller. Si Rossi peut premièrement retrouver sa santé, on lui souhaite vraiment que ça l'aille bien. Ça aille bien. Là. Je trouve ça inquiétant qu'on ait peu de nouvelles en ce moment, pour être bien honnête. Oui, parce que pour les gens qui ne le savent pas, jouer seulement qu'une seule partie à Zurich cette année, le Marco Rossi, donc c'est un peu inquiétant. Mais Marco Rossi, de les dernières nouvelles que j'avais lues, ça allait un peu mieux. Là. Il avait recommencé un entraînement très léger, là, mais il avait recommencé un entraînement. Mais c'est ça, pour revenir au Wild, là, c'est vraiment ça que j'aurais à surveiller. Puis ça leur prend un premier centre. Si ça arrive, je suis d'accord avec Nick, là, ça pourrait être intéressant et mon cœur de partisan serait très comblé. 9e choix au total lors du dernier rencontre de Marco Rossi, qu'on peut considérer peut-être comme un vol. La plupart des gens s'attendaient à ce qu'il sorte un peu plus tôt. Il avait glissé jusqu'au 9e rang du Wild du Minnesota. Il y a 3 joueurs justement de l'encan 2020 qui ont signé dans les derniers jours. Je serais curieux de vous entendre, les gars. Quel joueur va avoir le plus gros impact, l'impact le plus immédiat avec son équipe? Amirov du côté de Toronto, Lucas Raymond avec les Red Wings ou encore Holloway avec les Oilers? Moi, c'est même pas proche, là. C'est Lucas Raymond. Ouais, ça va être un joueur qui va appartenir à l'élite de la Ligue nationale de hockey, selon moi. Là. Ouais, sans manquer de respect à Amirov ou Holloway, là, Lucas Raymond est une catégorie en avant. Là. Au niveau des habiletés, c'est un Mitch Marner. En plus, il y a du chien qui se présente devant le filet. Il y a un peu un petit côté détestable, si tu veux. Les Red Wings vont être dans la division des Canadiens, je vous le dis. Là, les partisans des Canadiens, vous allez apprendre à le détester. Moi, je pense que les Red Wings vont avoir leur Elias Pettersson. Ouais, c'est pas fou, mais comme je dis, avec du chien, là, avec le côté baveux qui va aller déranger devant le filet en plus. Là, moi, j'ai toujours été un fan de Lucas Raymond. Là. Et je sais pas si tu te rappelles, Nick, là, au championnat mondial des moins de 18 ans, lorsqu'il avait 16 ans, je sais pas si tu te rappelles un peu de ça. Vas-y. Moi, c'est le coup. Moi, non seulement c'est un excellent joueur, là, mais quand ça compte, il se présente. Je ne sais pas si tu te souviens. Il avait 16 ans. Puis, match de la médaille d'or, tour du chapeau, c'est une superbe fin, déjoue le défenseur. Puis, il arrive en prolongation, complète son tour du chapeau en prolongation, donne la médaille d'or à la Suède. Moi, je te le dis, ce match-là, j'avais été comblé d'avance. J'avais fait OK. Lafrenière, puis tu as Lucas Raymond 2. Finalement, il est tombé 3e dans ma liste, là, mais j'adorais Lucas Raymond, puis je l'ai suivi. J'ai toujours joué. J'avais parlé à beaucoup de recruteurs avant ce repêchage-là, et ce qui revenait souvent, c'est Lucas Raymond. En fait, c'est pas compliqué. La Suède gagnait ses tournois internationaux avec 2 joueurs, Lucas Raymond et Alexander Holtz. Et Lucas Raymond, il y avait le gène clutch. Dans les moments importants, quand ça comptait, Raymond, c'est le gars qui va aller voir son coach et qui dit mets-moi sur la glace. Là. J'ai hâte d'aller faire la différence. J'ai hâte de trancher le débat et aller mettre fin au match. Moi, je veux être le héros. J'ai pas peur de ça. Je suis excité par l'occasion qui se présente à moi
d'aller jouer les héros. Lui, ça le stimule, alors que d'autres, ça va les incommoder. Ça, c'est ce qui ressort dans le jeu de Lucas Raymond. Non, c'est un joueur qui va te permettre de gagner des matchs de hockey. C'est aussi simple que ça. Et non seulement ça, Lucas Raymond, le petit détail intéressant, sa mère est nutritionniste. Ça a l'air très niaiseux, là, mais... non, c'est pas niaiseux du tout. Là. C'est quelqu'un qui prend énormément soin de son corps, qui travaille très, très, très fort dans le gymnase. Tout le monde le dit, là, au niveau de la forme physique, c'est toujours... Il a été sensibilisé à ça depuis son enfance, forcément. Sa mère, c'est pas sa nutritionniste personnelle, mais forcément, dans les valeurs qui lui ont été inculquées, ben, ça a tout le temps été présent. Alors, lui, tu n'auras jamais à te soucier de ça. Dans sa préparation, il doit être A1. Alors, quand on regarde les joueurs dominants qui ont provenu de la SHL là, et surtout de Frölunda, ces joueurs-là ne prennent pas de temps avant d'avoir un impact dans la LNH. Donc, attendez-vous à ce que Lucas Raymond dispute bientôt ses premiers matchs là, et que vous le voyez déjà voler sur la patinoire. Là. Ça, c'est ma prédiction à moi. Je suis curieux, Nick, de t'entendre là-dessus. Toi, Lucas Raymond, tu le vois-tu jouer dans la LNH dès l'an prochain ou tu lui donnerais une saison supplémentaire en Suède? Ben, tout de suite, là. Absolument. Tout de suite. Absolument. Tout de suite. Ouais. Tu l'as glissé rapidement, Marky, puis je suis curieux. Tu disais que tu avais placé Raymond 3e dans ta liste. Il est sorti 4e finalement, ce qui était pas mal une surprise pour la plupart des experts. Est-ce que ça veut dire que tu avais Byfield 2 ou tu avais Studula 2? J'avais Studula 2. Donc tu avais Byfield 4. J'avais pas Byfield 4. Ah ouais, tu l'avais plus loin? Je l'avais 6e, Quinton Byfield. Il y a quelque chose qui... Il y a toujours quelque chose dans son... Puis là, je vous rappelle, je suis le gars qui a fait un reportage pour dire, sur le TVA, il est disponible sur le tvasport.ca, là. Est-ce que Quinton Byfield pourrait coiffer Lafrenière pour le premier rang au total? C'était pas dénué d'intérêt avant le mondial junior. Il y a des choses qui m'ont dérangé. Oui, c'est toujours difficile pour des joueurs de 17 ans. Puis oui, c'est pas nécessairement un révélateur toujours sur ce qui va arriver dans la LNH. Mais dans le cas de Byfield, je trouve que même si tu joues 4 ou 5 minutes par rencontre, il est quand même possible de voir si tu as une arme au jeu, de l'intensité. Et ça, je ne le voyais pas nécessairement chez Byfield. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, le repêchage 2020, je te dirais que le top 10, j'adorais le top 10. Donc, je mets Byfield 6e. Pas nécessairement parce que je déteste Byfield, mais parce que les 5 autres devant sont des joueurs que j'adore énormément, qui vont devenir d'excellents joueurs dans la LNH. Et là, je ne parle même pas de Jamie Drysdale, qui était 7e dans ma liste, et qui lui aussi va devenir un excellent défenseur. Est-ce que c'est Perfetti et Rossi que tu mettais 4 et 5? Parce que je suis vraiment curieux, là. J'avais Rossi 4e et j'avais Cole Perfetti 5e, exact. OK, parfait, excellent. Donc, Lucas Raymond qui est finalement sorti à 4e avec les Red Wings de Détroit, et Nick l'a mentionné, là, son coéquipier de longue date, là, son coéquipier suédois Alexander Holtz, lui, n'a toujours pas signé. Et disons que Marty, lui, a une saison un peu plus en montagne russe. Ouais, mais c'est assez intéressant, lui, parce que on parlait de Lucas Raymond, là, je le suis quand même beaucoup, puis à un moment donné, dans la première moitié de saison en Suède, tout le monde disait c'est difficile, Lucas Raymond. Là, il y a du monde qui capote toujours. Là, c'est un flop, exemple. Parce qu'il lui, c'était peut-être un peu plus difficile. En même temps, Frölunda, on en a souvent parlé. Il y avait de la misère en attaque, si tu veux. De l'autre côté, à Djurgården, c'était Alexander Holtz qui allait super bien. Il a commencé avec 16 points en 22 rencontres dans la SHL. Mais je ne sais pas si vous en rappelez, les gars, mais le mondial junior pour la Suède, ça a quand même été compliqué, particulièrement pour Alexander Holtz. Il n'y a pas eu un très, très gros tournoi. Et bizarrement, par la suite, ça a moins bien été. Il y a eu 2 points en 18 rencontres. Et ça allait mal à un point où, en série, lors du premier match des séries, il n'a joué que 1 minute 55. C'était le 13e attaquant. Je regarde sa saison qui est en dents de scie, puis je me questionne, je me dis, mais c'est quel Alexander Holtz qu'on va... Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est le joueur qui ne fera absolument rien dans la LNH? Moi, de un, il y avait un débat dans le temps à savoir qui était l'espoir le plus prometteur entre Holtz et Raymond. Et la plupart des recruteurs me disaient que leur équipe classait Raymond devant Holtz. Donc, selon moi, tu pars du fait que, d'après moi, Raymond est quand même une petite coche au-dessus. Après, je pense que Holtz va prendre possiblement plus de temps.
c'est un marqueur. Les marqueurs, parfois, ça fonctionne plus par séquence. Tu vas peut-être les perdre pendant une certaine série de matchs, mais j'aimerais ça le voir plus dynamique quand il ne marque pas Alexander Holtz, parce que j'aime pas ça, moi. OK, il peut terminer un match, puis tu l'as pas vu de la rencontre et marquer 2 buts, mais non, je veux le voir quand même impliqué plus dans toutes les facettes du jeu. Je veux qu'à la fin du match, le commentateur ait souvent prononcé le nom d'Alexander Holtz et que ça se passe pas assez ces temps-ci. Mais ça t'as pas tort. Là. Une chose qui m'agace un peu du côté d'Alexander Holtz, exact, je suis d'accord avec toi. Là. Il y a un bon lancer, mais lorsqu'il ne lance pas, on ne le voit pas beaucoup. Il n'est pas nécessairement présent devant le filet. Voilà. C'est pas le joueur qui va gagner des batailles dans les. Il va essayer de sniper. Il va essayer de sniper. Mais dans la Ligue nationale, tu ne peux pas juste sniper. Là. N'est pas Ovechkin qui veut. Là. Tu dois aller te salir à un certain moment. Là. Exact. Je pense quand même que. Mais il y a un bon coup de patin quand même. Je pense qu'en ce moment, là, comme ça peut ressembler, je pense que ça va être un joueur de LNH, là, mais peut-être pas une vedette. Peut-être un 2 ou 3e trio. Parce que, comme Nick vient de le dire, là, au niveau de l'intensité dans les coins, les petits détails le long des rampes, là, c'est plus difficile. Oui, mais en même temps, lui, là, il y a juste à. Parfois, ces gars-là, là, ils ont une espèce d'épiphanie, là, il y a un déclic, là. Puis là, de nulle part, là, Holtz, il pourrait partir sur une séquence incroyable. Ouais. C'est ça qui pourrait arriver aussi. Parce que les outils sont là et ils sont alléchants. C'était un gros bonhomme. Il y a un tir qui est incroyable. Alors, on pourrait parler d'un marqueur de 40 buts dans quelques années. Là. Ouais, 40 buts, c'est un peu ambitieux. J'aurais plus le goût de dire 30 si tu veux. Honnêtement, je veux dire, quand je regarde les outils qui sont là, je pense que ça serait pas si fou que ça. Là. Oui, il y a beaucoup de choses qu'il va devoir corriger. Ah, s'il améliore son jeu d'ensemble, c'est sans aucun doute. Mais Nick, tu sais, je parlais de sa première moitié de saison, que ça a super bien été. Mais son partenaire de trio à Joe Gardens, c'est William Eklund. Pour ceux qui ne le connaissent pas, William Eklund. On parle pas de Eklund l'insider, là. Non, pas Eklund les insiders. J'aurais le dire. Mais William Eklund, c'est un E5. Mais blague à part, c'est un excellent espoir pour le prochain repêchage. Là, il y a plusieurs personnes qui le classent déjà dans le top 5. J'ai même vu des gens le placer de premier. Est-ce que tu penses que lui, ça a pu aider Alexander Holtz en première moitié de saison? C'est sûr que c'est à considérer, mais bon, les bons joueurs trouvent le moyen de marquer avec des bons joueurs. Là. Je veux dire, moi, je vois pas ça comme un... ça le downgrade pas, puis ça l'améliore pas son stock au repêchage, selon moi. Ouais. Non, c'est parce que William Eklund, tu le regardes jouer, puis on vient de le dire, là, Alexander Holtz ne se présente pas nécessairement dans les coins, etc. William Eklund, lui, est continuellement dans les coins. Il gagne des batailles, il est très, 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 très rapide. Il est très, très bon, justement, pour rouler les mises en échec, puis travailler derrière le filet. Donc ça, j'ai l'impression que ça a peut-être aidé Holtz. Et lorsque Holtz a commencé à être moins bon durant la saison, on l'a séparé avec Eklund, et Eklund, bizarrement, lui, a continué à produire. Alors que Holtz, lui, ça a été difficile. Je suis pas d'accord avec moi, mais le hype autour de Eklund là, serait tellement plus élevé s'il avait pu participer au Mondial Junior. Ah oui, ça c'est... Ah oui, si ça c'est désastreux, là, c'est malheureux qu'il ait eu... Il a eu la COVID ou il a eu un faux positif, quelque chose comme ça, là, mais il a raté le Mondial Junior. S'il y avait eu le Mondial Junior, là, tout le monde l'aurait raté. Il est très connu des spécialistes d'espoir, là, c'est sûr. Tu peux pas il passe pas inaperçu, William Eklund, mais si tu, mettons, un observateur moins averti, plus occasionnel, ben là, je pense qu'à ce moment-là, le nom de Eklund aurait vraiment été sur toutes les lèvres. Ben, ce qui est plate, ce qui est d'autant plus dommage, il y a une très très belle saison. J'adore William Eklund, mais là, on n'a pas de comparatif au niveau compétitif. Qu'est-ce qu'il est capable de faire lorsque ça compte? Et là, le Mondial Junior, ça aurait été une très belle opportunité, alors que là, ben, c'était pas nécessairement la meilleure équipe en Suède. Ils ont été mis au premier tour des séries. Là. On n'a pas pu voir nécessairement ce qu'il est capable de faire. Je vous rappelle qu'Alexander Holtz a été repêché au 7e rang lors du dernier encamp par les Devils du New Jersey. On passe à la question des fans. D'ailleurs, je vous invite à la maison. Là, si vous avez des questions sur les prospects, n'hésitez pas à nous écrire via notre page Facebook podcast La Relève. La question cette semaine provient de Hugo. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de la gestion des Ducks qui ont renvoyé dans les mineurs Trevor Zegras pour lui faire réapprendre la position de centre, position qu'il occupait la majeure partie de sa carrière? Ben, moi, je vous avoue que j'ai
pas vu ça souvent. On parle de Cole Caulfield, que je dis, moi, je l'aime bien dans la Ligue américaine, l'amener là dans la LNH lorsqu'il sera prêt. Mais dans ma logique, c'est lorsqu'il est dans la LNH, il faut qu'il demeure dans la LNH. Là, je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir parce que c'est sûr que, comme on le mentionne souvent, là, les experts dans le hockey le disent très, 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 très souvent, il y a une énorme différence entre être un ailier et être un centre. Les responsabilités défensives, comment tu joues sur une patinoire, c'est complètement différent. Donc, je comprends la mentalité qu'ils peuvent avoir. Là. C'est sûr que tu ne peux pas emmener Zegras dans la LNH au centre s'il n'est pas prêt. C'est mieux de l'emmener dans un calibre inférieur, mais c'est intéressant. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va apporter. Là. Mais Marquis, s'il n'y a pas de bon sens dans cette histoire-là, c'est que Trevor Zegras a été repêché en tant que joueur de centre. Le joueur a joué au centre, a évolué au centre. Donc, et en plus, il le fait bien avec les Ducks. 7 points en 17 parties, ce qui est pas mal pour une recrue, surtout pour une équipe là, qui en arrache. C'est un joueur qui vient provoquer quelque chose. Pourquoi le renvoyer en bas à San Diego pour lui faire réapprendre une position qu'il maîtrise déjà? Moi, ça m'échappe complètement. Mais moi, je ne sais pas ce que toi t'en penses, Nick, mais moi, je trouve que Trevor Zegras, dans la LNH, à long terme, je ne le vois pas comme un centre. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais moi, je le vois davantage comme un ailier. Là. Je pense que ça pourrait être un ailier à la Patrick Kane ou à la Johnny Gaudreau, par exemple. Exact. Okay. Mais moi, c'est ce que je vois parce que on s'entend les habiletés individuelles. C'est déjà un des 5 ou 10 meilleurs joueurs au monde pour voir le jeu et être créatif. Mais les habiletés pour être centre par rapport à un ailier, là, comme je viens de le dire, c'est qu'il faut que tu te replies dans sa zone. Il faut que tu sois continuellement en train d'appuyer tes défenseurs. Il faut que tu fasses de la couverture, une double couverture pour t'assurer que les passes ne traversent pas. Il faut continuellement que tu sois présent autant en défense qu'en attaque. En clair, il faut que tu sois présent sur le 200 pieds, si tu veux, partout. Regarde, vas-y. Alors qu'un ailier, tu dois jouer seulement en couloir, seulement d'un côté. Oui, tu peux te déplacer de temps en temps, là, mais essentiellement, tu joues en couloir et tu n'as qu'à surveiller ton joueur en défense. C'est beaucoup moins compliqué. Et là, ça, Trevor Zegras, dans cet aspect-là, de ce que j'ai vu du moins, je ne suis pas certain qu'il est prêt à assumer ces responsabilités-là sur le plan défensif. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va apporter dans la Ligue américaine. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant de voir. Je n'ai jamais vu ça. Je vais y aller 3 points rapides. Avec le F1, F2, F3 maintenant dans la NHL, des fois, on réfléchit peut-être un peu trop à ça. Par moment, sans dire c'est encore très important, juste une petite nuance à apporter. Deuxièmement, mettons que je dois expliquer le processus de réflexion des Ducks. Mettons, désolé, tu n'as pas besoin d'être d'accord ou pas d'accord, je dis juste comment ils ont approché la situation. Les Ducks se sont dit, quand on met Trevor Zegras au centre, on voit une certaine vulnérabilité quand on l'utilise là dans la Ligue nationale. Donc, on ne veut pas lancer Zegras dans la gueule du loup puis qui paraissent mal, ça sape un peu sa confiance. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand on veut continuer à utiliser Zegras dans la LNH? Ben, on l'utilise à l'aile pour lui simplifier la tâche. Alors, c'est comme ça qu'on essayait de bâtir sa confiance dans la LNH. Il est venu un certain moment où on s'est dit, bon, OK, ben, je veux dire, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement les Ducks, c'est une saison, encore une fois, qui va être perdue, c'est une saison d'apprentissage. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'envoyer dans la Ligue américaine pour qu'il réapprivoise la position de centre et qu'il apprenne les subtilités de la position de centre dans le contexte du jeu professionnel? Donc, c'est ça qu'on a fait. Je te propose une hypothèse, Nick. Est-ce que ça se peut que les Ducks, parce que tu regardes le classement, sont 4e par le bas, est-ce que ça se peut que les Ducks se sont dit, en le renvoyant en bas, on diminue nos chances de gagner, donc on améliore nos chances à la loterie? Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit un aspect de tanking ici? C'est un jeune joueur, ça va bien passer, on va le renvoyer en bas pour peaufiner son développement, ce qui n'est pas faux. Mais ça va améliorer nos chances. Ce que l'équipe va dire, c'est qu'elle a pris une décision avec une vision sur le long terme. Rendu là, c'est un débat sémantique, ça les fait mieux paraître de dire ça. Mais oui, je pense que c'est une considération. Et si regarde, corrigez-moi si je me trompe, là, mais si je me souviens bien, l'année où les Maple Leafs avaient gagné la loterie pour Austin Matthews, en fin d'année, ils avaient rappelé des gars comme William Nylander et plein d'autres jeunes joueurs de la Ligue américaine qui étaient excellents.
Et finalement, en fin de saison, on avait fini par les renvoyer avec les Marlies. Bon, ben, je sais que les Marlies avaient des aspirations, avaient des ambitions, mais disons que it was pretty convenient to do so. C'est juste ça que je veux dire. Alors, est-ce que c'était pas un win-win de faire ça à tous les niveaux pour les Ducks qui se disaient, ben, non seulement ça va lui permettre de se développer au centre, mais en plus, ben, il va peut-être moins nous aider à gagner des matchs de hockey. Peut-être que ça fait l'affaire à plusieurs niveaux. C'est un point de vue qui est drôle, ça, parce que si le jeune n'est pas prêt à jouer dans la LNH, ben, si tu veux perdre, tu as avantage à le faire jouer davantage, parce qu'il va faire des erreurs, il va avoir davantage de buts. Mais là, il jouait à l'aile. Donc, je te dis, moi, ce que je te disais, c'est qu'au centre, peut-être qu'il t'aurait fait mal dans la LNH, mais il l'utilisait à l'aile justement pour bâtir sa confiance. Et parce qu'à l'aile, ben, dans le moment présent, c'est là qu'il était le plus efficace. Et les gars, je veux quand même souligner le fait que dans un communiqué exhaustif, les Ducks ont expliqué leur décision du point de vue du développement de Trevor Zegras. Ils ont expliqué les grandes lignes. Ils ont dit comme, bon, on a renvoyé Trevor Zegras parce que le plan, c'est ça, ça, ça. Est-ce que ce n'est pas merveilleux comme transparence, les gars? Moi, j'ai adoré ça. Imaginez les Canadiens, là, renvoient Cole Caulfield encore dans la Ligue américaine. Ah, mais là, pourquoi on a renvoyé Cole Caulfield? Voici les points qui ont été analysés. C'est incroyable, là. J'adorerais ça, voir ça. Mais, je pense qu'on n'est pas prêt de voir ça à une plus grande échelle dans la LNH. Mais c'est tellement une bonne idée. Là. On va prendre l'exemple avec Caulfield. On en parle depuis 1 mois et demi, puis tout le monde s'enflamme avec raison. Est-ce qu'il doit jouer dans la LNH ou pas? Là, si les Canadiens expliquaient leur plan, on pense que, par exemple, Cole Caulfield, on voulait lui faire jouer 2 matchs et par la suite l'amener dans la LNH parce que telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Là, par la suite, moi qui n'ai pas d'accord, mais si je vois les points, je fais « Ah, OK, sais-tu quoi? Je suis capable de vivre avec. Il n'y a aucun problème. Si le message est clair, tu peux accepter la décision. Parce qu'au moins, il y a un processus, il y a une réflexion derrière, il y a un certain rationnel. Alors que tu sois d'accord ou non, OK, mais au moins, il y a une certaine logique. Et à ce moment-là, les partisans peuvent mieux comprendre et accepter la décision. Là. Ça enlève de la zone grise, justement, là, de commencer à penser toutes sortes de choses. Et... ben oui, tu fermes la porte à tellement de spéculation aussi, là. Exact, en plein ça. On s'entend que Trevor Zegras connaîtra tout de même une très belle carrière dans la Ligue nationale de hockey, là, mais ça reste que c'est un processus qui m'a un peu surpris, disons-le comme ça. Nick, tu travailles sur un papier ces temps-ci avec un ancien joueur exceptionnel qui n'a pas performé à la hauteur des attentes que certains avaient fondées en lui. Comment ça se passe là, avec Sean Day? Ben, moi, je trouve ça vraiment triste, les gars, parce qu'aujourd'hui, Sean Day, c'est un peu la... C'est un peu la farce dans le monde du hockey. C'est devenu une blague un peu dans le monde du hockey. Le pire joueur exceptionnel de l'histoire, constamment tourné en dérision. Et je trouve ça triste pour le jeune homme parce que le jeune homme, il a une sensibilité comme tout le monde. C'est un être humain qui a des sentiments et qui a une histoire aussi à raconter. Et ce que Sean Day me disait, c'est que, ben écoute, à l'époque, il avait 14 ans. Okay? Puis au terme de sa saison, son agent a décidé que c'était la bonne décision pour lui de devenir joueur exceptionnel. Mais les gars, là, si tu as 14 ans et tu as la chance de marcher sur les traces de Connor McDavid, de Aaron Ekblad, de John Tavares, ben, est-ce que tu trouves pas ça simplement cool? Est-ce que tu es vraiment prêt à avoir une réflexion nuancée, posée, songée? C'est sûr que tu trouves ça incroyable et tu vas sauter sur l'occasion. Alors, pour lui, c'était simplement cool, mais ce qu'il me disait, Chandé, c'est écoute, si j'avais eu la maturité que j'ai aujourd'hui, ben, j'aurais pas fait ça. Là. La paire de yeux supplémentaires, elle m'a beaucoup plus nuit qu'autre chose et j'ai été évalué tellement différemment à cause de ça. Mais là, ça s'arrête pas là dans son histoire. C'est que à sa 2e année dans la Ligue junior de l'Ontario, Chandé, ben, son frère a été impliqué dans un accident, a percuté un autre véhicule et ça a causé la mort d'une dame de 62 ans. Et le frère de Chandé avait un taux d'alcoolémie qui était 2 fois au-dessus de la limite. Ça, c'est une tragédie qui a vraiment secoué Chandé, lui-même qui m'avouait ma tête n'était pas au hockey. Et qu'est-ce qui arrivait pendant ce temps-là? Ben, les recruteurs disaient « Ah, c'est un joueur qui n'est pas impliqué. » Est-ce que ce gars-là n'aime pas le hockey? Mais ne connaissait même pas nécessairement les raisons derrière ça. Chandé n'avait pas la tête au hockey, c'était normal. Ce qu'il me disait, c'est seulement après l'année de mon repêchage, là, honnêtement, que j'ai vraiment pu commencer à me concentrer sur mon jeu. Là, a commencé à jouer avec les Spitfires de Windsor, avec Mikhail Sergachev, a eu super de plaisir, s'est éclaté avec l'équipe, a terminé son stage junior de la belle façon. Après, ben, les Rangers, ben, il y a eu une transition, il avait été repêché par les Rangers, là, il y a eu une transition vers les pros.
Il trouve que sa saison recrue s'est bien passée, là, mais après, il a dû être opéré à une hanche. Les Rangers n'avaient plus vraiment de plan pour lui l'année d'après. Et le Lightning est venu cogner à la porte. Et en ce moment, Sean Day joue du très bon hockey. Je pense qu'il joue le meilleur hockey de sa carrière. Et dit que les communications avec le Lightning sont excellentes, sont très satisfaits. L'équipe est très satisfaite de son jeu. Alors, lui, il croit. Lui, il veut jouer dans la Ligue nationale encore. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il les entend, les critiques. Et ce qu'il m'a dit, mot pour mot, c'est I just want to make it now because I want to tell them to go kick rocks. T'sais? Alors, il ne va pas manquer de motivation, Sean Day. Et ça serait tellement une belle histoire s'il réussit. Est-ce que vous y croyez, vous, les gars, à Sean Day dans la LNH, peut-être dans 1 ou 2 années? Parce que je trouve que j'ai regardé quelques matchs. D'ailleurs, il jouait avec Noah Juulsen par occasion, Noah Juulsen qui a été prêté au Crunch. Puis, honnêtement, je trouve qu'il a vraiment pris un step dans son jeu, beaucoup plus mature. Oui, revirement de temps en temps, là, je n'exclus pas ça, mais je trouve que Sean Day joue beaucoup mieux. Ben, c'est drôle que tu dis ça, là, je l'ai regardé la semaine dernière, puis j'ai l'impression que honnêtement, c'est pas fou de penser qu'il est capable de jouer dans la LNH, surtout à Tampa Bay, là, où à un moment donné, on est tellement bon année après année qu'on a des choix de repêchage un peu plus tardifs. Tellement bien. Le bassin d'espoir est plus réduit. Donc, ça va peut-être lui donner une chance davantage par rapport à ce qu'il s'était retrouvé avec les Sénateurs d'Ottawa, par exemple. Ça va peut-être lui donner un avantage, d'autant plus qu'il est quand même très gros physiquement, il est quand même assez physique, capable. J'ai remarqué aussi, là, ça c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué beaucoup lorsqu'il était junior. Moi, je me trompe, Nick, là, mais il me semble qu'il transporte davantage la rondelle qu'auparavant. J'ai l'impression que peut-être que Benoît Groulx lui a parlé à ce niveau-là. Là. Il a tenté d'ajouter ça davantage à son jeu. Ça, c'est pas nécessaire. Même si je ne trouve pas toujours qu'il utilise le bon moment pour le faire, là, pour moi, c'est intéressant. Là. Moi, non, j'aime ça. Il n'hésite pas à appuyer l'attaque. Mais Sean Day, il a un tir qui est très lourd, hein, donc ça peut tout le temps générer des occasions autour du filet. Mais là où je veux aussi vous amener, les gars, c'est au-delà de Sean Day et son jeu en ce moment, je pense qu'il y a un débat à rouvrir sur le fameux statut de joueur exceptionnel. Parce que est-ce que l'année supplémentaire de développement dans le junior canadien pour un exceptionnel est si importante que ça? Parce que tu vas perdre un gars comme Sean Day qui a une pression qui finalement, on réalise, elle n'était pas nécessaire. Puis est-ce que à un tel âge, un jeune joueur peut prendre la bonne décision pour sa carrière? Il y a 14 ans. Là, jeune joueur va toujours accepter le statut de joueur exceptionnel, c'est sûr. Je veux dire, c'est encore un jeune adolescent. Est-ce qu'on peut pas juste arrêter? Est-ce que vous pensez que Lafrenière n'aurait pas été repêché au premier rang s'il n'avait pas joué à 15 ans dans la LHJMQ? Moi, je pense qu'il aurait quand même réussi à faire son chemin. Là. Ben lui Lafrenière, c'est pas une situation qui s'applique particulièrement parce que Lafrenière, là, que tu regardes les commentaires de certains de ses anciens entraîneurs, là, à 14 ans, il n'était pas dominant du tout, Lafrenière. C'est vraiment à 14-15 ans qu'il a connu une progression très, très, très marquée. C'est là qu'il est devenu un joueur exceptionnel. Lui, ça s'appliquait moins, je pense, là, mais... je vais revenir, Nick, à ce que tu disais la semaine dernière, là, que des joueurs qui jouent dans la Ligue canadienne, notamment Kaelin Goulet, qui seraient prêts de jouer dans la Ligue américaine, devraient faire le saut. C'est un peu le même principe, mais plus jeune. Si le joueur est capable de jouer à la Ligue supérieure, moi, je pense qu'il faut lui permettre. Là où est-ce que j'ai peut-être un problème avec ça, c'est quand un joueur comme Joe Veleno, n'aura pas le statut de joueur exceptionnel. Finalement, c'est les Sea Dogs qui obtiennent le premier choix. Finalement, un joueur exceptionnel. Donc là, moi, c'est peut-être plus là que je pense qu'on devrait corriger la situation. Mais moi, je continuerai à permettre aux joueurs d'avoir un joueur exceptionnel lorsque la situation le présente. Puis oui, Lafrenière, c'est sûr que c'est un mauvais exemple, mais je parle plus, mais c'est ça, je parle plus de... Je sais qu'il n'y a pas eu cette année-là, mais mettons que tu prends un joueur avec le même potentiel, par exemple, que dans la même situation que Lafrenière, je pense que quand même, si tu as le talent d'Alexis Lafrenière, tu vas parvenir à tes fins puis tu vas faire ton chemin. Mais je regarde un gars comme Joe Veleno, est-ce que c'était vraiment nécessaire pour lui de recevoir le statut de joueur exceptionnel? C'est vrai de ça, je te dis, c'est parce que c'était Saint John qui avait ce choix-là. Si ce choix-là n'avait pas été détenu par cette puissance-là, on le sait, il y a quand même certains statuts dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et Saint John fait partie des équipes qui ont de l'argent et qui développent. C'est sûr que ça est un facteur à considérer dans cette décision-là. Je pense que c'est du cas par... En fait,
le processus n'est pas nécessairement mauvais. Là. Je pense qu'il faut que tu fasses du cas par cas. Dans le cas de Chandé, par exemple, je sais qu'au niveau de la maturité physique, il était vraiment en avance sur les autres joueurs de 14 ans. Donc là, à ce moment-là, si tu le regardes jouer dans la ligue où il est, et physiquement, il domine tout le monde, que c'est trop facile pour lui, ben, ça donne quoi de le faire jouer une autre saison au niveau midget 3? Tu sais? Ben, avoir du fun, s'amuser, t'as 14-15 ans. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, c'est sûr que c'est pas la fin du monde, mais je veux dire, ouais, il va avoir du play. Lui, peu importe s'il se retrouve sur une patinoire, peu importe. Non, je sais, mais c'est parce que quand tu tombes dans le junior majeur, c'est une game qui est hyper sérieuse, là, tu deviens déjà scruté à la loupe. Il ne faut pas oublier que c'est un jeune adolescent qui devrait profiter justement un peu de son adolescence pour juste s'amuser aussi et pas prendre le hockey trop au sérieux. On peut commencer à penser à ça, je ne sais pas, là, à 16 ans, 17 ans, mais est-ce que c'est pas un peu tôt? Là? Au-delà de, oui, là, se déployer rapidement, puis t'es prêt, je veux dire, juste respecter le fait que le gars, c'est un kid. Ah, ton point se vaut, Nick. C'est sûr que la force mentale peut être quelque chose à considérer parce qu'on a parlé de Connor Bedard. Tu sais, Connor Bedard, tu le regardes jouer, tu regardes sa force de caractère. Je l'ai déjà mentionné. Là. Il est parti jouer en Suède à 15 ans pour être certain de se développer et être le meilleur joueur possible. Est-ce que Connor Bedard était prêt à jouer dans la WHL mentalement? Vous avez seulement regardé ses statistiques. Je pense oui, il était prêt, là, mais Connor Bedard, je pense que c'est quand même une exception, là, la maturité qu'il a à son âge. Là. De là, le titre de joueur exceptionnel. Je pense que ça s'applique à certains joueurs. Je pense juste que Chandé ne faisait pas partie de ces joueurs-là, malheureusement. Puis lui aurait probablement eu une meilleure carrière s'il n'avait pas eu ce statut-là, parce que à 14-15 ans, c'est sûr que tu vas t'enfler la tête, c'est sûr que tu vas te dire « OK, ben j'ai déjà tout acquis, j'ai plus besoin de travailler, je suis un joueur exceptionnel, j'aurai la carrière de John Tavares. » Mais au final, il faut que tu continues à travailler malgré ce statut-là. Mais puis je vais aussi ajouter un autre point. Dans l'adolescence, là, la maturation physique ne se fait pas à la même vitesse pour tout le monde. Mais la maturation psychologique aussi. Alors, je veux dire, deux personnes avec la même intelligence, peuvent juste évoluer, pas avec la même vitesse. Alors, mettons quelqu'un qui va développer une maturité davantage sur le tard, est-ce qu'on ne devrait pas, est-ce que les jeunes ne devraient pas se soumettre aussi à une espèce d'évaluation psychologique pour savoir s'ils sont prêts à être face à ces défis-là? Parce que des fois, tu sais, Connor Bedard, OK, il a peut-être la maturité. Et Sidney Crosby aussi, il avait la maturité d'un gars dans la mi-vingtaine. Là. Ces gars-là avaient la maturité de gars dans la mi-vingtaine quand ils sont débarqués dans le junior canadien. On ne peut pas en dire autant de tous les jeunes de 14 ans. Il y en a que la puberté arrive plus tard. Il y en a qui se développent plus sur le tard. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas, au-delà du jeu qui est exceptionnel, est-ce qu'on ne devrait pas considérer aussi l'aspect, le volet psychologique de la chose? Je suis d'accord. C'est certain qu'il fallait que ce soit pris en ligne de compte, là, surtout en 2021 où on n'a jamais autant parlé de la psychologie des joueurs. Là, on n'en a jamais autant parlé. Les psychologues sportifs sont partout. C'est sûr que c'est un facteur à considérer là, parce que là, à la lumière de ce que tu nous as dit cet après-midi, Nick, j'ai l'impression que lui, peut-être, n'était pas nécessairement prêt. Peut-être que quelqu'un spécialisé en psychologie aurait été capable de le voir. Pour les gens qui veulent lire ton papier, Nick, ce sera disponible. Je vais regarder ça. Il faut que je regarde comment je vais décliner ça. Mais je vais essayer de sortir ça bientôt, là, peut-être la semaine prochaine, cette semaine. Donc, à suivre sur le tvasport.ca. De joueurs exceptionnels, on passe à des mesures exceptionnelles. La LHJMQ qui a annoncé que les Moussets d'Halifax et les Eagles du Cap-Breton, leur saison est terminée. Ils ont joué leur dernière partie hier. Ils ne feront pas partie des séries éliminatoires. Bien évidemment, vous l'aurez deviné en raison de la COVID. Ce qui veut donc dire que les 3 équipes du Nouveau-Brunswick vont s'affronter dans un tournoi à la ronde de 9 parties pour finalement tomber en finale contre Charlottetown pour les Maritimes. Est-ce que vous pensez que ça va quand même fonctionner, messieurs? On s'entend, un tournoi à la ronde de 9 parties. Charlottetown, pendant ce temps-là, va se tourner les pouces. Et je veux dire, il y a beaucoup de points d'interrogation. Je comprends que c'est la saison COVID et que tout le monde fait de son mieux, mais est-ce que ça ne va pas un peu ternir le spectacle des séries éliminatoires? Oh, écoute, on va prendre ce qui passe. Hein. Je veux dire, comme tu le dis, c'est une situation qui est exceptionnelle. Non, je ne veux pas commencer à venir douter je veux dire, des décisions et du processus. Et on a essayé de trouver des solutions. On est allé à la planche à dessin puis on a trouvé quelque chose d'autre. Mais on veut juste apprécier le fait qu'on a du hockey dans des circonstances de la sorte. Là. Ouais, je pense que c'est pas facile. Comme Nick vient de le dire, là,
en ère de COVID-19, là, c'est ça. Il y a toujours une surprise qui peut arriver de n'importe où. Là, on parle des séries au Québec qui vont probablement prendre leur envol. Là. On ne le sait pas. Là, présentement, les Foreurs de Val-d'Or sont les favoris, probablement. On ne sait pas. Peut-être qu'il va y avoir une éclosion dans une semaine chez les Foreurs et ils vont devoir être exclus des séries. C'est des choses... Ça serait encore plus dommage, si tu veux, que la situation des équipes de la Nouvelle-Écosse qui n'étaient peut-être pas parmi les favorites. Là. Comme Nick vient de le dire, je pense qu'il faut tout simplement apprécier le fait qu'on est capable d'avoir du hockey présentement. Et c'est sûr que j'aurais peut-être aimé voir un Zachary Lheureux en série, parce que lui, j'ai l'impression que c'est un style qui est fait pour les séries éliminatoires. Là. Mais bon, comme Nick vient de le dire, il faut simplement être content d'avoir une saison cette année. Exact. Un peu comme Marty vient de le dire, là, en espérant que ça ne fasse pas comme le Frozen Four là, dans la NCAA où des équipes ont dû plier bagage sans même avoir disputé une seule partie, mis KO par la COVID-19. Merci beaucoup, messieurs. Un autre bon podcast. On vous suit un peu partout, Marty. On peut encore te voir, te lire un peu partout, là, des fois à la dose, des fois sur le TVA Sport, et Nick aussi lire tes textes sur le tvasport.ca. Pour notre part, on se dit à la semaine prochaine. Yes, salut les gars. Ciao.